Je voudrais recevoir, et j'en suis heureux, Étienne Fourmont. Étienne Fourmont, vous êtes agriculteur, éleveur. Hein. C'est ça, éleveur de vaches laitières, dans la Sarthe. Éleveur de vaches laitières, combien de vaches 120 vaches laitières. 120 vaches laitières, 5e génération sur la ferme. Donc ferme familiale, polyculture, élevage Grand Ouest. Alors, système relativement classique, hein. Mais alors j'ai quand même la chance d'avoir 2 robots de traite. Donc c'est-à-dire que les vaches vont se faire traire quand elles veulent. Quand elles en ont envie, c'est la vache qui décide si elle a envie de se faire traire. Ah bah tiens, je vais faire une petite parenthèse. Ouais. Est-ce que justement la mécanisation de l'agriculture n'est pas aussi l'une des raisons du mal-être agricole? Alors plutôt l'inverse. C'est-à-dire que nos conditions de travail se sont beaucoup améliorées depuis 50, 60 ans. Moi j'ai pas envie de retrouver les conditions de travail qu'avaient mes grands-parents, qui battaient à la main, qui traillaient les vaches à la main. On n'en est pas là. Mais non, la technologie nous permettra d'être plus efficace, moins impactant sur l'environnement, d'être plus pointu. Moi, par exemple, mes vaches, elles ont des colliers, et comme ça, je vois comment elles bougent, je vois si elles ruminent bien, si elles mangent bien, la température. Vous pouvez les suivre à la trace. Et je les suis à la trace, et je suis beaucoup plus réactif. Si par exemple, il y en a une qui est malade, je le sais dans l'heure, tout de suite. Alors à la vue, quand on n'avait que la vue avant pour pouvoir contrôler ça, on mettait parfois 1 ou 2 journées à détecter l'animal qui était malade. Et donc on est beaucoup plus réactif, et donc on utilise moins de médicaments. On va attaquer plus sur des produits, on va dire des vitamines, des minéraux, plus que sur des médicaments quand on arrive et que la vache est vraiment malade. Donc c'est plutôt un plus. Après, évidemment, c'est des coûts d'investissement qui sont aussi plus élevés. Donc c'est l'équilibre entre... L'agriculteur s'endette. L'agriculteur s'endette, mais c'est l'équilibre entre mon confort, ma vie de travail, voilà. Il faut que j'ai aussi un confort de travail pour pouvoir attirer des jeunes, parce que les jeunes ne travailleront pas comme ont travaillé mes grands-parents avant. Donc il faut que je trouve cet équilibre entre mon revenu, mon confort de travail, répondre aux attentes des consommateurs, par rapport aux produits qu'il veut, répondre aux normes environnementales, répondre aux normes administratives, répondre aux normes de l'Europe. Donc tout ça, ça fait énormément de choses, et ce qui font que je pense que c'est la raison aussi pourquoi ça craque aujourd'hui, c'est qu'on nous empile toujours plus de normes, toujours plus de contraintes, et à la fin, on craque. Voilà, on craque. Vous allez nous dire ce que vous souhaiteriez dans un instant, Étienne Fourmont, mais je voudrais revenir sur ce qui se passe depuis le début de ce salon de l'agriculture. Samedi, le président de la République, qui a été très mal accueilli au départ, ensuite ça s'est amélioré, mais très très mal accueilli au départ, ça vous a choqué ou pas ? Ça m'a attristé. Ça m'a attristé qu'un salon de l'agriculture qui est logiquement un peu une communion avec le citadin, avec les Parisiens qui viennent voir ce qu'est l'agriculture. On présente ce qu'il y a de plus beau en agricole en France, et ça m'a attristé de voir la situation que ça a pris. Autant il est venu au début, il a fait son petit débat de 2 heures. Enfin, je dis petit parce qu'il y avait peu de monde. Hein. À la limite, pourquoi pas ? Ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, ce qu'il aurait mieux fait, c'est de couper le ruban et merci, au revoir. Parce que là, d'insister pour rester toute l'après-midi tard, il a bloqué tous les halls avec des CRS. Il a juste attisé la colère en restant sur place. Et c'est complètement maladroit, pour pas dire stupide, de faire ça. De faire ça, bien. Vous avez eu honte, parfois, de l'accueil reçu par le président de la République ? J'ai entendu certains agriculteurs, il n'a pas sa place ici, qu'il rentre chez lui. Non, je dirais pas que j'ai eu honte, parce que c'est des agriculteurs en détresse qui sont sur le salon, agriculteurs et agricultrices, hein, en détresse, qui sont sur le salon et qui l'expriment. Et c'est légitime. C'est légitime, ils ont le droit de le faire. Après, peut-être qu'il y a eu quelques débordements qui auraient peut-être pu être évité, mais encore une fois, c'est la provocation du président qui a fait cette situation. C'est pas les agriculteurs. Dites-moi, est-ce que ce salon n'est pas transformé en, je sais pas moi, en salle électorale ? Il y a beaucoup de récupération électorale. Depuis le début, depuis samedi, on ne voit que ça. Finalement, on ne parle que de politique. C'est exactement ça, c'est le problème. C'est que d'agriculture. C'est les élections européennes qui arrivent, et chaque candidat vient faire son marché sur le salon, et c'est catastrophique, parce que on en revient toujours à ça, à la politique, alors que c'est pas une question de politique, peu importe le bord. Moi, je suis pour qu'on gagne notre vie, qu'on travaille convenablement, qu'on arrive à en vivre, qu'on n'ait pas des contraintes administratives et environnementales qui soient trop lourdes. Et malheureusement, c'est repris par chaque candidat à chaque poste aux élections, et ça devient n'importe quoi, parce que on veut politiser la chose, alors que c'est pas une question politique, c'est une question de dignité des agriculteurs, de revenus des agriculteurs, de conditions de travail des agriculteurs. Vous dites, il y a 2 mesures urgentes à prendre, mais ça, c'est l'éleveur peut-être qui parle. 2 mesures urgentes, supprimer
la surtransposition des normes européennes, normes environnementales notamment, et mettre un terme aux 4% de terres en jachère imposées par la PAC. Alors là, ça a été mis de côté pendant un an, les 4% de jachère. Alors ça a mis que pendant un an. Donc c'est que pendant un an. C'est que pendant un an, et nous, en agricole, on travaille avec des temps longs. C'est-à-dire que quand on sème une graine, c'est au bout d'un an, enfin un an ou quelques mois qu'on la récolte. Donc c'est très compliqué pour nous de travailler avec des visions que d'un an. Il faudrait qu'on ait des visions beaucoup plus longues. Et donc c'est très compliqué. Ensuite, le mal est aussi plus profond que ça. Alors très bien, on va dire très bien pour ces deux points-là, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin pour pouvoir vivre dans notre métier. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille sur des périodes beaucoup plus longues, qu'il faut qu'on assure un revenu aux agriculteurs sur des périodes beaucoup plus longues. Ça veut dire que c'est aussi une meilleure organisation commerciale des agriculteurs pour pouvoir vendre leurs produits, que ce soit en lait. À qui vendez-vous vos produits ? Alors moi, je vends mon lait. Je ne vends que du lait. Votre lait je vends mon lait à une coopérative, à une laiterie, à un acheteur privé. Voilà. En France, à peu près la moitié du lait en France, ou un peu plus de la moitié du lait, est vendu à des coopératives. Vous ne vendez pas à Lactalis ? Non, j'ai la chance de ne pas vendre à Lactalis. C'est-à-dire la chance ? Parce qu'il y a des éleveurs qui sont obligés de vendre à Lactalis ? Eh ben, alors obligés, c'est un grand mot, mais qui sont contraints de livrer à Lactalis parce que c'est très, si vous voyez, les collecteurs de lait, que ce soit coopérative ou industriel privé, se répartissent un peu les zones de collecte. Il se dit, toi, tu vas collecter cette zone-là, moi je vais collecter cette zone-là, et puis tu viens pas trop me piquer des producteurs dans mon secteur, quoi. Et donc du coup, un agriculteur, un éleveur peut refuser d'être collecté pour Lactalis ? Le problème, il peut refuser, il a le droit de refuser d'être collecté par Lactalis. Mais à qui va vendre son lait à côté de ça ? Donc soit il arrête, quoi. À une laiterie comme vous. Oui, mais le problème, c'est que les laiteries, comme je disais, elles s'arrangent. Chacun se répartit le territoire. Elles s'arrangent entre elles pour pas aller, Donc le système, en fait, il est verrouillé. Il est complètement verrouillé. Et là, je vais souligner quand même une chose qui est importante, c'est que on a la chance, alors je vais le dire, mais je sais pas si j'ai le droit de le dire, c'est qui le patron, qui a remis un petit peu de concurrence dans les éleveurs ont pu bouger un petit peu dans certaines zones, et ça a remis un petit peu de concurrence. Donc c'est très positif. Au final, c'est aussi positif pour le consommateur, mais c'est aussi positif pour nous cette histoire-là, parce que ça a remis un petit peu de concurrence dans les zones de collecte, ce qu'on appelle les zones de collecte. Je suis très technique, je suis désolé, mais voilà, ça a mis ce petit côté positif-là. Mais encore une fois, c'est tellement verrouillé. Moi, mon grand-père livrait à Belle, mon père livrait à Belle, moi je livre à Belle, et si je voulais changer, ce serait aujourd'hui extrêmement compliqué d'aller pouvoir changer de laiterie. Donc tout ça, c'est une question de volonté politique, de remettre de la liberté de mouvement dans les producteurs laitiers, bien sûr. Aussi une volonté politique de nous organiser commercialement, de pouvoir nous organiser commercialement pour vendre aux entreprises privées. Alors coopératif, c'est encore un autre système, mais de pouvoir vendre aux entreprises privées en nous laissant des marges de manœuvre plus élevées, quoi. Alors j'ai une dernière question à vous poser. J'aimerais aussi, mais vous êtes d'accord avec moi, j'aimerais aussi qu'on parle d'agriculture. Et j'aimerais aussi qu'on oublie la politique, là, qu'on parle d'agriculture et qu'on souligne tout le travail exceptionnel fait par de très nombreux agriculteurs en France, qui innovent, qui changent leurs méthodes, qui sont capables de s'adapter. Moi, je vais vous dire quelque chose de très simple. La nature... le sol, l'environnement, les animaux, c'est mon outil de travail. Et si je le dégrade, je ne pourrai plus travailler. Il n'y a aucun agriculteur qui a envie de dégrader son outil de travail. On prend soin de la terre, on fait des analyses de sol, on prend soin des animaux. Meilleures sont les conditions de vie de mes animaux, meilleures vont être mes conditions de travail, meilleur va être mon revenu. Il n'y a pas un agriculteur qui prend pas soin de la terre, qui prend pas soin des animaux. C'est primordial pour nous. Donc, si on a aujourd'hui la chance d'avoir en France une des plus belles agricultures du monde, c'est parce qu'on travaille bien. Et à un moment donné, j'ai envie de dire, faites-nous confiance, laissez-nous faire notre travail. Je peux vous assurer que vous allez avoir une bonne alimentation en France. Et assurez-nous les conditions pour pouvoir bien vendre nos produits. Exactement. Et installer des jeunes. Il faut qu'on gagne notre vie pour pouvoir installer des jeunes. Bien sûr. Exactement. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir, Étienne Fourmont. YouTube. YouTuber, agri-YouTuber. Donc je sors une vidéo, j'essaie de sortir une vidéo tous les dimanches matins, c'est un petit peu compliqué parfois, mais une vidéo sur ma chaîne YouTube et puis à Instagram. Et un livre. J'ai écrit un livre qui est sorti il y a un an, Peace and Food, donc paix et nourriture, et vous le trouvez encore si vous voulez. Je me souviens. Merci beaucoup. Merci. Bien, il est 9h17. Merci d'être avec nous. Une petite pause et puis je vous prends. 0826 300 300. Gérard, par exemple, qui va intervenir sur la guerre en Ukraine. Thierry sur la tenue unique à l'école. Et Patrice, qui est artisan en bâtiment. À tout de suite.